Le point. Bienvenue chez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Bonjour Peggy. Bonjour Laetitia. Nous recevons Abnous Chalmani. Bonjour Abnous. Bonjour. Peggy, je te laisse la présenter. Abnous Chalmani, bonjour. Vous êtes écrivain, journaliste, scénariste et réalisatrice. Vous avez une formation d'historienne et vous êtes notamment spécialiste de la vie intellectuelle dans le Paris de la Belle Époque et des totalitarismes du XXe siècle. En tant que journaliste, on vous lit aujourd'hui dans l'Express et dans Franc-Tireur, et on vous regarde sur I24, Arte et sur LCI, où vous intervenez 4 jours par semaine pour un parti pris de politique internationale et d'affaires étrangères dans l'émission 24 heures Pujadas. Cette activité vient de vous valoir le Grand Prix 2021 de la presse internationale dans la catégorie télévision. Cette distinction est décernée par l'APE, qui est l'Association de la presse étrangère en France, pour couronner des médias et des journalistes qui se sont distingués par l'excellence de leur travail de couverture et d'analyse de l'actualité internationale de l'année. Et en tant qu'écrivain, on vous doit, en fait je dois bien avouer, parmi mes 2 livres préférés de toute ma vie, qui sont tout d'abord Khomeini, Sade et moi, qui est paru en 2014 chez Grasset, qui est un récit relatant notamment votre petite enfance en Iran et votre exil à Paris, et Éloge du Métèque, paru en 2019, toujours chez Grasset, un essai qui vous a notamment valu la couverture du Point, et dans lequel vous revalorisez à la fois le mot, mais surtout la figure du métèque, comme, et là je cite la 4e couverture, la figure de transfuge par excellence, cet autre aux semelles de vent, qui sait qu'il devra repartir un jour, celui qu'on ne peut jamais enfermer dans un seul lieu ou une seule identité, voué à intriguer, voire à effrayer, à trouver une embûche dans le regard de l'autre, celui qui vit dans une identité mouvante, perpétuellement en exil, qui procure une authentique liberté pour peu qu'on se donne la peine d'essayer de l'habiter. Et donc comme c'est un bout de description qui vous va comme un gant, et qui fait de vous une parfaite contrariante, je laisse Laetitia ouvrir formellement notre entretien. Abnous Chalmani, pourquoi vous êtes-vous installée en France ? Quelle est votre histoire ? Je n'ai évidemment pas choisi, parce que j'avais 8 ans au moment de l'exil en 1985. C'était le choix, bien sûr, de mes parents. À l'époque, il n'y avait pas de consentement éclairé des enfants de 8 ans pour décider de leur exil ou pas. Mais voilà, mon père a choisi... c'était surtout une décision de mon père. Il y avait déjà mes tantes maternelles à Paris qui étudiaient aux Beaux-Arts. Et mon père a choisi la France avec cette phrase qui est restée une des mythologies familiales. Tant qu'à être dans la merde, autant l'être au pays de Victor Hugo. Donc c'était absolument volontaire, sachant que personne ne parlait français à la maison. Mais mon père a lu Victor Hugo traduit en persan à 8 ans. Il a commencé par Les Misérables, exactement l'âge à laquelle, quand je suis arrivée en France, mon père, premier jour de l'exil, a ouvert Les Misérables avec un dictionnaire franco-persan. Il a dit, on y va. On va apprendre le français tous les deux, et c'était magique, parce qu'il fallait chercher les donc, peut-être, mais on n'avait aucune idée, donc ça a été une exploration merveilleuse. Et voilà, et mon père voulait que ses enfants, à défaut d'avoir une vie, j'allais dire, matériellement aisée, qu'au moins intellectuellement, ils puissent avoir accès au monde. Et ce n'est possible qu'en France. Alors dans Khomeini, Sade et moi, vous expliquez que la littérature française, justement, vous a aidé à lutter contre l'oppression des femmes, et en particulier celle de leur corps. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Et est-ce qu'en France, une telle oppression existe aussi ? Cette oppression existe en France moins qu'ailleurs, ça c'est évident, puisqu'il y a une longue histoire des femmes dans l'histoire de France. C'est qu'on a quand même cette fausse image depuis la nuit des temps, depuis l'homme de caverne, la femme est dominée. Non seulement c'est faux, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ce qui est fascinant, c'est des figures féminines qui, à l'époque où les femmes ne possédaient pas leurs droits, donc c'était le Moyen-Âge des droits des femmes, à partir du moment où elles choisissaient, je sais pas, par bravage, par passion, par inconscience, d'aller là où elles voulaient, eh bien, elles y arrivaient. Et moi, quand je dis littérature, alors bien sûr que c'est toute la littérature, j'ai commencé avec Les Misérables, mais étant donné qu'on s'était installé dans le... Il y a vraiment des détails qui influencent le reste d'une vie, dans le quartier de la Bastille. On arrive et mon père me dit, c'est le quartier de la Révolution. Moi, pour moi, la Révolution, c'est celle des mollahs. Je suis un petit peu traumatisée. Je fais, pas bon la Révolution. Il me dit, non, celle-là, elle a réussi. Donc je dis ok, donc je m'intéresse à la Révolution française, parce que j'habitais à côté de la place de la Bastille et que j'avais cette histoire-là à portée de main visible dans les pierres là où je marchais. Et de là, je suis tombée
mais vraiment dans la marmite du siècle libertin. Et ma première passion après Victor Hugo, après Zola, ça a été la littérature libertine du XVIIIe siècle, le siècle libertin. Et qui est le siècle, j'allais dire, des femmes, qui est le siècle du corps des femmes, qui est le siècle où tout d'un coup, à travers la littérature libertine, dit roman philosophique, soudain, tous les personnages, les narrateurs sont des narratrices, sont des romans d'initiation, que ce soit Thérèse philosophe ou Le portier des Chartreux. Là, le personnage est un garçon, il ne sait juste pas lequel des curés du couvent à côté est son père. Voilà, c'est juste son grand problème. Et donc, une grande description de ce que c'est les mœurs dévoyées de l'Église à l'époque. Et d'un coup, de mettre la femme et son corps au centre du livre. Et ce qui est passionnant dans la littérature libertine, que j'ai commencé donc à lire assez tôt, autour de 13-14 ans, c'était le fait que les femmes devaient non seulement, et les hommes aussi d'ailleurs, mais comme les personnages étaient des femmes, se libérer dans la tête des préjugés qui les entravent, mais aussi du corps. Et cette idée que la libération de la tête ne va pas sans celle du corps est une idée absolue du 18e. Et moi, évidemment, on m'avait collé le foulard à l'âge de 6 ans, donc quand on m'offre ça, tout d'un coup, tout s'éveille. Et je me dis, waouh, bah évidemment, elle est là. Donc à partir de là, effectivement, j'ai continué à creuser la littérature, mais je reviens toujours au 18e siècle, effectivement, comparé au 19e, où il fallait, où il fallait absolument refaire une hiérarchie, le XVIIIe siècle ayant cassé le pouvoir absolu et l'Église, pour que la République, ce qui est assez logique, puisse exister, il fallait hiérarchiser, classifier, et c'est là où, effectivement, les lois ont infériorisé la femme dans le droit, dans la politique, dans la culture, etc. Ce qui n'a, en même temps, jamais empêché les femmes de faire ce qu'elles voulaient, comme depuis la nuit des temps. Est-ce que l'Iran vous manque? Est-ce que vous y êtes retourné? Est-ce que vous y retournez? Non, je ne suis jamais retournée. Maintenant, je suis même interdite parce que j'ai été réfugiée politique comme mes parents jusqu'à l'obtention de la nationalité française. Ensuite, j'ai eu la bonne idée d'écrire un livre qui s'appelle Khomeini, Sade et moi, où j'appelle Khomeini l'homme en noir et blanc, parce qu'il n'a que 2 couleurs. Et non, je ne suis pas très aimée. Est-ce que c'est l'Iran qui me manque ou est-ce que c'est mon enfance qui me manque? C'est la grande question. Quand le pays d'origine correspond à cette période de l'enfance, on a tendance à confondre les deux, donc presque à donner une dimension magique à cette enfance-là, qui a été magique, malgré la Révolution, la guerre, les bombardements. J'ai eu la chance d'être quand même très très bien entourée, et ça a été une aventure, mais c'est vrai que j'ai perdu mon enfance, j'ai la date au moins de la perte de mon enfance à 8 ans. C'est vrai que là, vous arrivez dans un pays inconnu, évidemment que je suis un enfant, j'ai un cerveau beaucoup plus malléable, donc j'ai appris le français plus vite que mes parents, donc là je suis devenue la traductrice de mes parents, donc le renversement de la filiation, tout ça fait que voilà, s'il y a quelque chose qui me manque, c'est mon enfance plus que l'Iran, mais comme les deux sont liés, c'est compliqué. Mais je n'ai même pas la double nationalité, mon pays c'est la France, je veux dire, j'écris français, je rêve français, j'aime français, je baise français, oui, définitivement, je suis française. Oui. Et vous parlez persan encore? Oui, je le parle, Vous mais le je ne lisez? lis plus et je ne l'écris plus. Je l'ai exactement perdu à l'âge de 13 ans. Un jour, j'ai essayé d'écrire, j'ai repris ma plume, je faisais une page de français, une page de persan. Et là, impossible de retrouver les lettres en persan. Donc maintenant, c'est des hiéroglyphes, mais je le parle encore. Alors nous avons coécrit ensemble la célèbre tribune MeToo, dite tribune de Neuve, qui soulignait en janvier 2018 les excès de ce nouveau tribunal populaire. Pourquoi est-ce que vous vous êtes personnellement lancé dans cette aventure et qu'avez-vous pensé jusqu'à présent du mouvement MeToo dans son ensemble ? Mais je me suis lancée parce que Peggy Sastre m'a dit « et si on se lançait ?» Et qu'on se l'est dit en même temps. Mais non, parce que quand c'est arrivé, c'est allé quand même... on ne mesure pas à quel point c'est allé très très vite. C'était tout d'un coup... tout le monde devenait victime. Et cette injonction à la faiblesse des femmes et au fait que quoi qu'il arrive, c'est des victimes, quoi qu'il arrive, elles sont à genoux, moi, me rendait presque physiquement malade. C'est injuste, que je pense que c'est la plus mauvaise image à renvoyer à des jeunes femmes, que évidemment, dans ces cas-là, ça nous renvoie à nous, à notre histoire personnelle. Et moi, je sais que l'annonce de l'exil français, à part Victor Hugo, c'était mon père qui me dit « on va aller au pays de Simone de Beauvoir ». Donc évidemment, moi je m'attendais débarquer en France, de croiser des femmes épanouies, heureuses d'être femmes, en mini-jupe qui couraient après le bus sans qu'un homme leur dise qu'elles sont indécentes à tous les coins de rue. Bon,
Évidemment, la chute fut rude, mais l'espoir a toujours été là. Mais du coup, moi, pour pouvoir sortir de cette prison du corps que m'avait imposée la révolution iranienne, où j'étais quand même obligée, dès l'âge de 6 ans, quand on va à l'école, de me couvrir les cheveux, le cou, le corps, j'avais quand même la cagoule foulard, la robe, plus le pantalon, tout ça bien large, parce qu'à partir de 6 ans, le corps d'une petite fille, visiblement, il y a de quoi perturber un homme. Donc déjà, c'est quand même perturbant. Donc moi, ma réponse à 6 ans était assez simple, je me suis mise nue. Dans la cour de l'école, j'ai traversé la cour en courant. Manque de bol, évidemment, je n'ai pu que recommencer, puisque les femmes corbeaux, les gardiennes avec leur foulard, leur tchador, évidemment, on court après, se cassent la gueule. J'ai 6 ans, je fais tomber des adultes, pourquoi m'arrêter? J'ai été obligée de m'arrêter au moment de la guerre Iran-Irak, parce que là, ça devenait vraiment, vraiment trop violent. Mais donc, forcément, moi, j'arrive ici avec ça pour me construire en tant que femme, pour me projeter dans l'avenir, pour savoir ce qui se passe entre mes jambes. Pourquoi est-ce que ce sexe-là, qui est tellement décrié en Iran, mon père me dit qu'ici, c'est Simone de Beauvoir, et qu'ici, il est grand, ce sexe. En tout cas, il est aussi grand qu'un pénis peut l'être, quoi. Ben, résultat des courses, moi, je me suis concentrée sur les femmes puissantes. Moi, aujourd'hui, on découvre les Marguerite Durand, les Madeleine Pelletier. Eh bien, il y a toujours eu des bibliothèques, ce maillage territorial des bibliothèques municipales en France, mais bénissons-le, il y a toujours des bibliothèques. Mon père m'accompagnait en bibliothèque. Moi, j'ai découvert que Madeleine Pelletier existait, cette immense féministe du début du XXe siècle, qu'elle existait à 13-14 ans, quand aujourd'hui des femmes d'une cinquantaine d'années font « Oh, j'ai découvert des féministes cachées !» Bah non, en fait, elles n'étaient pas cachées, c'était juste l'absence de curiosité. Il suffisait de retrouver le chemin. Et je pense que c'est ça, MeToo. C'est que le fait, c'est le nivellement par le bas, c'est le nivellement par la victimisation. La personne, on est femme, on est forte, parce qu'on est à genoux. Quand même du mal à faire le lien, alors que moi, je suis pour aller, justement, la puissance des femmes, le fait qu'elles ont toujours été là, et qu'il n'y a pas eu, ça me fait toujours penser comme au protocole de Sage de Sion. Dans le discours de MeToo, on avait l'impression que les hommes s'étaient mis autour d'une table, les hommes, rien dire, s'étaient mis autour d'une table et avaient décidé comment inférioriser, opprimer, oppresser la femme jusqu'à la nuit des temps. C'est un peu l'image que ça donne. Donc moi, je voulais dire non, je voulais dire oui, il y a des victimes, mais l'état de victime est un état passager, ce n'est pas une identité. Mais le fait de leur parler comme ça, de les infantiliser, de les inférioriser, c'est pas bon, et tous les hommes ne sont pas des violeurs, et toutes les femmes ne sont pas des victimes, et d'ailleurs les femmes, ça ne veut rien dire, les hommes, ça ne veut rien dire, il y a des hommes, des femmes. Vous savez, c'est quand on me dit... Quand je dis une phrase intelligente, il arrive des gens me disent « Ah là là, non mais c'est normal, les Iraniens, ils sont tellement intelligents. » Et là, j'ai toujours mon père qui me dit « On a quand même une sacrée bande d'Iraniens complètement cons, on peut peut-être leur présenter, quoi. » C'est tellement con. Je veux dire, me renvoyer « T'es intelligente parce que t'es iranienne ?» Bah non, parce que je pense, parce que je lis, parce que je réfléchis, pas parce que mes gènes se sont trouvés par le fruit du hasard. Ben, c'est la même chose pour les femmes. Il y a des femmes brillantes et des femmes complètement cons, et c'est pas grave. Il y a des femmes victimes, d'autres pas. Mais il n'y a aucune raison d'insulter les victimes, mais il n'y a aucune raison de transformer celles qui ne le sont pas en espèces de monstres égoïstes qui veulent refuser le statut de victime. Voilà pourquoi la tribune MeToo, qui nous a coûté bien des nerfs, bien des crises d'hystérie, et qui, finalement... On se disait ça avec Peggy Sastre, n'est-ce pas? Que ce n'était pas pour le présent que nous travaillions, c'était pour l'avenir. Et j'ai l'impression que l'avenir se rapproche plus vite que prévu. Et que moi, je pense que c'est notre honneur d'avoir rédigé et signé cette tribune parce qu'on y vient. Que la victimisation, l'infantilisation dessert les femmes plus qu'il ne les sert. Alors un autre mouvement vient de naître sur les réseaux sociaux, des voix de femmes du Moyen-Orient qui vivent en Occident ou pas, et qui ont dû porter le hijab ou le portent encore, s'élèvent. Sous la bannière Let Us Talk, laissez-nous parler, lancée par la journaliste Masih Alinejad, elle clame que le voile islamique n'est pas un vêtement anodin, et encore moins une liberté pour les femmes, et qu'il n'y a pas d'islamophobie quand on a toutes les raisons rationnelles, comme elles peuvent en témoigner, de craindre l'islam politique. En espérant se faire entendre de certaines féministes qui répètent comme un mantra que le voile est un choix. Alors vous, qui avez subi cette contrainte en Iran et fort jeune, que pensez-vous de ce mouvement et des féministes qui répètent comme un mantra donc, que le voile est un choix? C'est de la folie. Non mais c'est de la folie, c'est une forme de masochisme ou en tout cas une méconnaissance, une inculture et le pire, une absence de curiosité pour aller comprendre ce que c'est que le voile en répétant
j'allais dire, la propagande des frères musulmans, des salafistes. Il faut quand même le mettre ça dans un contexte historique. Les frères musulmans, depuis 1925, veulent créer le grand califat. On a toujours l'impression que c'est une idée des salafistes, mais à la base, Hassan al-Banna et Sayed Qutb, les Égyptiens, donc le politique et le penseur Sayed Qutb, qui ont dessiné ce qui est encore aujourd'hui les frères musulmans. L'idée, c'est que toutes les populations musulmanes, alors évidemment celles dans les pays arabo-musulmans, mais aussi les populations minoritaires dans les pays occidentaux, se réveillent et fassent basculer le droit du côté de la charia, au gros. C'était ça, la grande vengeance après la colonisation. On va les recoloniser dans ces mondes de fantasmes de balancier où chacun son tour prend le pouvoir pour dominer l'autre. Bon, voilà, les limites de cette manière de penser va de soi. Mais c'est intéressant parce que sur le voile, jusqu'au... dans les années 80, avec la révolution iranienne, quand on a commencé à voir ce qui se passait en Afghanistan... pour les féministes européennes, occidentales, c'était évident que le voile marquait, il ne fallait pas être diplômé pour comprendre ça, était un marqueur de l'infériorité juridique, politique, économique, culturelle de la femme. Et tout d'un coup, il y a une espèce de bouleversement, mais qui correspond de toute façon à un moment à une perte de savoir, une perte de culture, une perte de curiosité, et une espèce de malaise du politiquement correct vis-à-vis justement des minorités. Tout ça s'est mélangé, donc quelque part, là, les frères musulmans, ils avaient une autoroute pour arriver et convaincre des féministes occidentales. J'ai encore du mal même à le formuler, le dire. Je trouve déjà hallucinant que le voile est un choix et que c'est une émancipation. C'est quand même délirant. Et en plus, elles le disent avec une certitude qui ne cesse de me surprendre, parce que la plus grande université, pour ne parler, puisque c'est 80% de l'islam, c'est les sunnites, les chiites étant entre 10 et 20%, et comme beaucoup se cachent parce que persécutés dans des pays sunnites, bref, c'est l'université Al-Azhar du Caire, qui est la plus grande, la plus ancienne université de droit islamique dans le monde, qui est toujours là où on réfléchit, continue tant bien que mal à réfléchir les questions inhérentes à l'islam. Ils sont toujours pas d'accord sur le voile. C'est quand même extraordinaire, des spécialistes du Coran, des Égyptiens, des Libanais, des Syriens et même des Iraniens qui viennent à Al-Azhar et qui discutent. Ça fait 900 ans que cette université existe, ils ne sont peut-être pas d'accord. Pourquoi ? Pour une sorte de traduction qui même en arabe n'est pas évident, où la seule sourate dans le Coran, c'est une histoire de pudeur et de rideau. Et la grande question, c'est est-ce que ce rideau, c'est les rideaux qui cachent l'intimité familiale aux yeux des autres, ou est-ce que ce rideau, en gros, on le met sur une femme ? Bon, rien que de se demander, est-ce qu'il faut coller le rideau sur le corps, le visage de la femme ? Je me dis, bon, je crois qu'on a la réponse. Non, toute évidence, ça se discute encore. Et donc, il y a ça. Et il y a les 3 hadiths, les fameux 3 hadiths sur le voile, mais sachant que les hadiths, qui sont les textes de la vie, de l'enseignement du prophète Mahomet, qui a balancé ça entre 2 tasses de thé, un dîner et puis une petite rasiette dromadaire. Il balançait ça et on notait ça sur des pots de bêtes, là, et après on les a tous regroupés quand même, 3 califats plus tard, après les Rachidoum, pour en faire le texte sacré du Coran. Et tout ce qui rentrait pas dedans, on en a fait les hadiths, sachant qu'ils sont plus ou moins. Et là-dedans, il y a cette idée-là, mais là encore, c'est pas clair. C'est que la question, c'est donc de rabattre sur la fameuse poitrine, donc que je sache, la poitrine des femmes ne se retrouve pas au niveau de leurs cheveux ou au niveau de leur bouche, mais toute évidence, il y a un problème de biologie qui n'est pas tout à fait réglé, et cette idée de pudeur, de modestie, et qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Je rappelle qu'en Iran, ils ont pris la chose très au sérieux au moment de la révolution islamique, donc les femmes devaient être recouvertes de la pied à la tête, mais les hommes n'avaient plus le droit aux manches courtes et aux bermudas. Parce que même un petit mollet poilu pouvait provoquer des scènes à la limite du partouze dans les rues d'Iran. Donc au moins, ils respectaient le truc. Homme-femme, modestie, pas un bout de chair en public. Attention, parce qu'on voit un petit bout de cheveux, ou encore pire, la nuque qui dépasse, ça peut provoquer des réactions qui vont jusqu'à la partouze interminable. Donc il y a quand même modestie. Et c'est là où ça devient amusant. Les jeunes femmes qui portent le voile, qui donc là... régler le problème religieux, j'allais dire, d'un point de vue donc politique. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles n'ont même pas lu leur Coran, auquel elles font sans cesse référence. C'est que, où est la modestie quand on porte un foulard Chanel ? J'aimerais comprendre. Où est la modestie quand on se maquille outrageusement pour mettre en valeur des yeux que forcément, inévitablement, un voile qui dessine le visage met en valeur ? Où est la modestie, même dans le fait de le revendiquer ? Ça qui est extraordinaire. Et ce qui est fabuleux du côté des frères musulmans et du côté des lobbyistes de l'islam politique, de l'islamisme, c'est que d'un côté, ils disent c'est tout à fait anodin,
c'est un bout de tissu qui est équivalent à la mini-jupe. Là, je pourrais vous en parler pendant 1 heure et demie à quel point ce n'est pas du tout, mais même c'est l'opposé. C'est que la mini-jupe est interdite sur certains territoires. Tu fais justement que c'est indécent. Le voile, quand il est obligatoire, aucune femme ne s'en met. Mais vous n'avez même pas plus besoin de le rendre obligatoire. On le voit en Tunisie, au Maroc, en Algérie. La pression sociale est si forte qu'elles le mettent sans que ce soit obligatoire. Donc, ce n'est pas un bout de tissu anodin. C'est comme si... En gros, ils disaient eux-mêmes que le Coran, c'est pas sérieux. Ça se discute encore, c'est une sorte de rideau, machin. Mais d'un autre côté, c'est anodin, c'est pas un choix, mais en même temps, si c'est un choix et qu'il est complètement détaché du religieux, pourquoi est-ce que ça serait islamophobe d'être contre ? Tout n'est que paradoxe et contradiction vis-à-vis du discours du voile. Mais ne pas comprendre que considérer que les cheveux d'une femme relève du sexuel, dans le même temps où en parallèle on essaye de désexualiser le corps de la femme, c'est quand même fabuleux. C'est quand même encore un des grands moments du féminisme troisième vague, qui n'est plus un paradoxe ou une contradiction près, et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, chaque femme qui est en Occident, où elle a accès à tous ses droits, à la liberté de son corps, de ses cheveux, de son cul, eh bien, est une insulte. Chaque fois qu'elle le porte, c'est une insulte. Aux femmes iraniennes, aux femmes afghanes, à toutes les femmes qui, elles, par contre, n'ont pas le choix. C'est une question de vie et de mort. En Iran, c'est 150 coups de fouet. Et le courage de ces femmes qui vont à des grands-mères de 75, 80 ans, à des jeunes femmes de 13 ans qui font ces postes, qui le retirent, cette liberté furtive, qui disent « mais vous ne vous rendez pas compte de ce qui découle de ça ?» À chaque fois que je vois un voile et d'une femme qui le défend en disant c'est ma liberté, c'est mon émancipation, je ne sais pas, derrière, je ne peux pas m'empêcher de voir se dresser cette armée de femmes qui croupit en prison, qui se fait fouetter, justement, parce que ce qu'elle voudrait, c'est cette liberté que ces femmes occidentales, quelque part ici, lui refusent là-bas. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, je pense qu'on ne s'en sortira pas. Et comment est-ce que vous expliquez le relatif peu d'écho que cette campagne a ? Mais la peur. Ouais. C'est ça qui est venu aussi installer toutes ces... toute cette saloperie, au fait, qui n'a pas de sens. C'est que là, avec tous ces mouvements de déconstruction, de décolonialisme, de wokisme, quoi, qu'on peut mettre comme ça sous ce nom de wokisme, tout ce qu'on voit là, c'est quand même à insinuer la peur vis-à-vis des minorités. C'est-à-dire que toutes les minorités, visibles ou invisibles, sont transformées en bébés phoques qui risquaient de tomber par terre et de mourir parce qu'on disait, tiens, je pense que quand même le voile, c'est pas très sympa pour les femmes. Oh, je meurs. C'est quand même extrêmement étrange. Et c'est cette peur de dire, tout devient offensant, tout devient insultant. Donc commencer à même avoir un point de vue ou à débattre sur le voile islamique, le voile politique, tout ce que je viens de dire, est déjà une appropriation culturelle qui serait insultant. Heureusement que je suis d'origine. Parce que là, sinon, là, je serais déjà crucifiée. Oups, j'ai dit crucifiée. Je serais déjà crucifiée sur la place publique. Mais je pense que c'est la peur. C'est de toute façon, et la peur, tu l'analyses. C'est que si on ne peut plus analyser les minorités musulmanes comme on analyse d'autres minorités, c'est la peur qui fait ça. Et c'est comme ça que ça s'est installé et répandu. Et que en temps, là où on est là, on a l'impression de bouffer du féminisme, troisième vague, du matin au soir, vous réveillez, vous couchez, c'est là partout, sur tous les domaines, mais que tout d'un coup, il devient plus fondamental de fabriquer des clitoris en pâte à modeler à Sciences Po, plutôt que de s'intéresser aux femmes qui crèvent sous le voile ailleurs. Ça, c'est un mystère qui ne peut être expliqué que par une espèce de peur qui s'est distillée dans les esprits. Puis à Sciences Po, il y a le Hijab Day aussi. Ah, voilà, ce grand moment de Hijab Day où on va coller, expliquer à quel point. Mais j'avais vu des vidéos comme ça qui circulent dans les rues, que ce soit à Berlin, à New York, où, en plus, elles sont évidemment, on met les plus jolies. Hein, les filles, elles arrivent, c'est Marilyn Monroe voilée, hein, elle arrive, elle vous dit est-ce que vous voulez essayer le hijab ? Et de toute façon, l'autre, si elle dit non, elle va passer pour une horrible raciste, quoi. Donc elle dit oui. Et après, avec ce truc contraint, on dit qu'est-ce que ça me change ? Et avec ce truc, les femmes sont plus belles sous hijab. Mais cette espèce de fétichisation du cheveu, c'est que personne n'est relevé quand même, cette espèce de délire de fétichisation du cheveu qui devient quand même l'enjeu de la beauté, de la pudeur, de la sexualité. On a l'impression qu'on a notre sexe sur nos cheveux quand même, quoi. Le clito, il est dans mes boucles, en fait. Il y a un truc pas à Sciences Po avec c'est délire, c'est incompréhensible. Et c'est la liberté, c'est ça. La liberté, c'est de s'autodiscriminer en tant que femme qui accepte par là que chaque mouvement de sa chevelure peut provoquer une érection chez un passant. C'est quand même ça, à la base. Donc, c'est quand même prendre tous les mecs pour des porcs et toutes les femmes pour des objets sexuels. C'est-à-dire qu'il leur suffit quand même de très peu pour enclencher le désir. Ce qui veut dire que le foulard est
la prison, justement, du corps sexué de la femme. Mais non. On se dit, oh non, mais elles exagèrent, les Iraniennes. Elles exagèrent, 150 coups de fouet, c'est pas si pire, finalement. Puis, tu vois, c'est leur culture, respecte ta culture. Sachant qu'en Iran, oui, enfin, l'islam a quand même été une religion colonisatrice. Avant l'arrivée des invasions arabes, l'Iran était zoroastrienne. Et d'ailleurs, quand même, la résilience culturelle des Iraniens, globalement, c'est que malgré les mollahs, la révolution islamique, malgré le voile, les interdits, les fêtes zoroastriennes, en l'occurrence, le nouvel an iranien, le Nowruz, est toujours le 21 mars, qui est une fête païenne et zoroastrienne. Le 21 décembre, c'est toujours le jour de la nuit du destin. Shab Yoldos, c'est toujours le jour où tous les petits-enfants, au moins quand j'étais petite, prenons une étoile depuis 3000 ans et nous allons la mettre au-dessus du sapin qui reste vert. Donc, mais oui, il y a des ponts entre le zoroastrisme et le christianisme. Ce n'est pas innocent que Jésus soit né un 24 décembre pour commencer la fête qui était la fête la plus importante il y a 2000 ans, qui était le Shab Yoldos du 21 décembre. Donc, tout ça est passionnant, et de voir quand même que les Iraniens, culturellement, c'est vrai que je dis que la culture est essentielle, c'est une manière de résister, mais même les mollahs fêtent le nouvel an iranien, etc. Donc, et c'est pour ça qu'ils sont chiites. Je pense que c'est une espèce de réaction à la colonisation arabe. Tout ça est vraiment passionnant, mais comme quoi, vous savez, dès que vous ouvrez la boîte à culture, ça va déjà nettement mieux. On a nettement moins envie de faire la guerre. Alors la question, je ne sais pas combien... La question qui tue. La question qui tue. Êtes-vous féministe? Mais je bénis mes ancêtres féministes. Moi, je suis une enfant de l'âme de Gouges, je suis une enfant de Marguerite Durand, je suis une enfant de la pilule, je suis une enfant de l'avortement, je suis une féministe universelle, égalitariste, c'est-à-dire que je considère que hommes et femmes se valent, que je ne suis ni inférieure ni supérieure aux hommes. J'ai l'habitude de dire « donnez-moi mes droits, je m'occupe du reste ». Et je considère qu'en France, en tant que Française, j'ai mes droits. Et le reste, j'allais dire, est mon affaire personnelle, ma démarche individuelle, où je fais la preuve par les faits. Moi, c'est pour ça que j'aime le féminisme d'avant, c'est la preuve par les faits. Quand on dit à une femme, vous n'êtes pas bonne en mathématiques, eh bien, quand elle devient championne de mathématiques, la meilleure mathématicienne, ça suffit. Il n'y a pas besoin de grands discours, il n'y a pas besoin de faire des tribunes, il n'y a pas besoin de dire doctoresse à la place de docteur pour remarquer qu'il y a de plus en plus de femmes médecins. C'est vraiment prendre les femmes pour des imbéciles. Et ça, c'est pas bon. Donc oui, je suis féministe dans ce sens-là, mais je ne suis pas cette féministe de la troisième vague qui fabrique des clitoris en pâte à modeler à Sciences Po. Ça, c'est sûr. Alors, à vous entendre, on a l'impression que pour vous, enfin en tout cas c'est une impression qu'on partage aussi avec Peggy, que le féminisme de la troisième vague est devenu assez puritain. Totalement. Alors comment l'expliquez-vous? Est-ce que c'est le contre-coup d'une révolution sexuelle qui est allée trop loin, diraient certains, ou au contraire, est-ce que c'est le refus de payer le prix de la révolution sexuelle? Un peu des deux, mon général, c'est ça. Mais de toute façon, on a toujours l'impression que c'est aujourd'hui. Encore une fois, culture, savoir, ouvrez des livres, et gardez les yeux et les oreilles grands ouverts. C'est l'histoire du corps a toujours été une frontière dans l'histoire du féminisme, dès l'origine. C'est-à-dire, les femmes se sont toujours écharpées sur le corps. En gros, les putes et les vertueuses, la mère et la putain. On n'est jamais sorti de là. Et à mon avis, on n'a toujours pas fini d'essayer d'en sortir. Et déjà, je parlais de Marguerite Durand, qui est quand même une fille naturelle, comme on disait à l'époque, qui a été élevée dans un couvent, qui intègre la Comédie Française, qui devient la femme de l'avocat de Boulanger, vous vous souvenez, le boulangisme, qui fait d'elle la muse du boulangisme. Elle divorce, et puis elle se rend compte, c'est un peu con quand même le boulangisme, parce qu'elle est quand même un peu évolué. Le Figaro l'envoie à Genève pour une conférence féministe. Là, elle découvre ce mot, elle revient, la preuve par les faits encore une fois, et là on est en 1897, on n'est pas en 1920, on est en 1897, elle revient, elle dit padaboum, je vais créer un journal entièrement féminin, non seulement écrit par des femmes, mais aussi fabriqué et distribué par des femmes, c'est-à-dire même à l'imprimerie, je vais mettre des femmes. Et je ne vais pas faire de recettes de cuisine, au fait. Je vais faire l'international, je vais faire la politique intérieure, l'international et tout, un vrai journal. Et c'est comme ça qu'elle sort La Fronde. La Fronde a eu un tel succès qu'on l'appelait Le Temps, qui était l'hebdo qui cartonnait le plus à l'époque, Le Temps en jupon. C'est quand même très beau. Et encore aujourd'hui, il est accessible à la BNF. Vous pouvez même avoir la joie d'aller lire des numéros de La Fronde. Ça cartonne. Elle y arrive. Dans la foulée, elle crée le premier syndicat
pour les femmes. Évidemment, elle se fait traiter de connasse, de capitaliste, parce qu'évidemment, elle profite de l'occasion quand les hommes se mettent en grève de caser les travailleuses femmes pour montrer qu'elles sont tout aussi capables, tout aussi efficaces, etc. Mais enfin, en gros, c'est des jaunes, quoi. Qu'elles cassent les grèves, quoi. Mais il n'empêche, ce qui compte, c'est qu'on comprenne que les femmes sont capables. Accessoirement, c'est Marguerite Durand aussi qui a créé le premier cimetière pour animaux de France, qui est toujours à Asnières. Histoire de compléter. Le problème de Marguerite Durand, c'est qu'elle est canon. Le problème de Marguerite Durand, c'est que non seulement elle est belle, mais qu'en plus elle est féminine, et que ça c'est merveilleux, et qu'on lui reprochait. Et qu'on trouvait qu'elle utilisait beaucoup trop sa beauté, son corps, pour aller convaincre dans les ministères, etc. Marguerite Durand, à la fin de sa vie, a eu cette phrase qui, je trouve, résume cette question. Elle dit « Les femmes sauront un jour ce qu'elles doivent à mes yeux bleus. » Et c'est exactement ça. Et moi, je considère que dans la guerre, et à l'époque, on était en guerre, il fallait qu'on arrache nos droits civiques. Il fallait qu'on ait le droit de vote, il fallait qu'on puisse se présenter, il fallait qu'on puisse diriger. Et c'est ce qu'elle faisait. Elle a présenté des candidates. C'était la première vague féministe, le politique, celui de nos droits civiques. Et tout est bon. Mais quelque part, il y a une méfiance autour d'elle parce que trop féminine, trop belle. Et ça a continué, ça. L'idée, c'est est-ce que... les femmes sont plus conservatrices, globalement, dans le monde. C'est vrai, ça a toujours été comme ça. Les femmes ont tendance à être plus conservatrices. De voir, et je trouve que là-dessus, c'est de voir à quel point on se méfie du corps, à quel point c'est les femmes les gardiennes de la vertu, et qu'elles y prennent du plaisir. Je veux dire, c'est les mères qui disent à leurs filles de se préserver. C'est les mères qui mettent la peur au cœur du désir. Et c'est encore plus étonnant, c'est qu'après la pilule, parce que la grande peur, c'était la fille mère, c'était l'insulte suprême à l'époque d'être une fille. On pouvait comprendre aussi parce qu'il y avait des risques. Il y avait des risques. Après la pilule, je pensais que ça allait disparaître. Et pendant un temps, on a cru que ça avait disparu. Mais ça revient. Et c'est vrai que cette idée de vertu, cette idée de corps nu, moi, je trouve cette histoire... Alors, j'avais fait ma maîtrise en histoire sur les femmes, l'amour et le sexe, sur les femmes, comparaison entre le cinéma italien et français de 45 et 58. Et donc, j'ai énormément bossé sur les corps. Et je veux dire, la nudité, étant donné qu'elle était taboue, étant donné qu'elle était réglementée, que le vêtement réglementait la place de la femme. Sous l'Antiquité, il n'y avait que les prostituées pour les distinguer des femmes comme il faut, qui avaient le droit d'être en cheveux, c'est-à-dire d'avoir les cheveux lâchés, de ne pas être coiffée. Être coiffée, c'était un truc de femme mariée. Avoir les cheveux là, on a toutes là les cheveux, ouhou. Là, on est toutes, en Antiquité, on a une bonne réunion de putes. Parce que, non, mais les choses évoluent quand même, constatant, mais quand même cette obsession de vouloir marquer, point de vue vestimentaire, le corset. Le corset, outre dessiner, c'est-à-dire marquer les seins, marquer la petitesse de la taille, c'était aussi ça éviter toute possibilité de s'envoyer en l'air entre deux rideaux, quoi, parce que retirer ça, il fallait au moins 2 personnes, quoi. Et on faisait bien en sorte de serrer, c'est pour éviter que ça arrive. Donc, cette méfiance autour du corps, de la sexualité, du désir, ça a toujours, qui est notre histoire, j'allais dire, de notre corps. Il y a un enjeu et de maternité, et de sexualité, et de plaisir, et de désir, et en même temps, j'allais dire, de travail de génération. Est-ce que cet enfant est bien celui du père? Donc tout ça a provoqué, mais ça a toujours existé. Les femmes sont toujours écharpées sur corps innocent, corps offert, corps sexué, corps vertueux et tout. Et ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, on en sort à dire « Ouh là là, il y a trop de nudité dans ce film ». Mais c'est grâce à la nudité qu'on a acquis nos droits. C'est important de voir un cul de femme sans tout de suite le lier à la débauche sexuelle. C'est juste un cul de femme, restons calmes, respirons. Mais il y a une espèce de retour comme ça du bâton de la vertu qui ne cesse de m'étonner. Bah surtout dirigé vers les femmes, parce qu'on pourrait très bien comprendre la position suivante. On ne veut pas de nudité, homme-femme, on traite tout le monde pareil. Ouais. On ne serait pas d'accord. Non, mais tout le monde oublie le magnifique Fassbinder dans Shame, de dos en train de faire pipi, qui est resté un grand moment érotique pour les femmes ou pour des hommes homosexuels, Fassbinder de dos. Je vous laisse regarder cette scène. Mais ça provoque quand même moins de débats, la nudité masculine. Mais oui, donc mais globalement, le corps masculin provoque moins de débats. Mais parce que les hommes sont à peu près sont mis d'accord avec leur virilité assez tôt. Bah, c'était acquis, c'était là, bon, bah, c'est là. Les femmes, non, les femmes, c'est pas le même corps. C'est 2 corps qui se regardent en chien de faïence. Alors, dans le Point, en décembre 2019, déplorant l'essor d'un autre puritanisme, le puritanisme alimentaire, dans le pays de la bonne chère, la France, vous écriviez, entre guillemets, que l'Hexagone est devenu un immense centre de thalassothérapie. Donc, pourquoi cette transformation, à votre avis, et que faudrait-il pour réapprendre la démesure ? Ah oui, ça c'est quand même... j'aime le fromage, le steak et le vin, je tiens à le préciser, comme ça en gros c'est simple. Non mais ça alors, c'est quelque chose que je ne comprends mais pas du tout. Tout d'un coup, c'est cette espèce d'hygiène, mais l'hygiène est partout là, l'hygiène est dans les corps, l'hygiène est alimentaire. Moi
Prends un exemple, j'aime pas spécialement les rognons, mais je suis particulièrement bien élevée. Si je suis invitée chez des gens qui me servent des rognons, eh ben je mange, au fait. Parce que les gens ont fait l'effort de me servir, et je pense que là, c'est une question d'éducation. Ma mère réglait, quand j'étais adolescente, je me battais beaucoup parce que j'étais un garçon manqué. Aujourd'hui, j'aurais 13 ans aujourd'hui, je serais un garçon manqué, on m'aurait déjà collé un pénis, quoi. Heureusement que j'étais un garçon manqué dans les années 80. J'ai échappé parce que j'adore être une femme, quoi. C'est parce qu'on est garçon manqué qu'on veut devenir un garçon, quand même le dire. Bref, et ma mère, le nombre de fois où elle a pacifié, réglé des problèmes d'engueulade de voisinage ou de moi qui tabassait beaucoup trop des filles qui étaient très méchantes, même des garçons, à l'école, régler le problème avec les parents, en les invitant autour de la table et elle cuisinait extrêmement bien en leur servant à manger. Et j'ai toujours pensé que ma mère avait la meilleure sœur. Rien n'existe qui ne peut se régler autour d'un bon repas. Et c'est vrai que nous, en arrivant en France, ma mère, évidemment, la blanquette de veau, il fallait qu'elle comprenne ce truc, quoi. On a appris à faire la blanquette de veau, le bœuf bourguignon. Du coup, il y a un plat que Peggy Sastre connaît, qui s'appelle le rol mesavzi en persan, qui est une espèce de ragoût de bœuf avec des haricots rouges, plein d'herbes, etc., et qui est surnommé par nos amis français assez rapidement le bourguignon français. Ben voilà, pour vous résumer ça, c'est bourguignon ça, iranien. pour moi, le bourguignon iranien. Oui, C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, comme quoi je confonds mon Iran et ma France, ce qui est plutôt sain. Mais c'est extraordinaire. Enfin, je trouve que c'est de vouloir hygiéniser la bouffe en sous-entendant que la viande, je ne dis pas qu'il faut manger de la viande tous les jours, mais si on arrête absolument de manger du bœuf, on va faire un génocide de bœuf. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne idée non plus, au fait. Mais de manger d'une manière équilibrée, mais de faire ça, de sous-entendre en France que un mangeur de viande est forcément un raciste, masculiniste, viriliste, je trouve ça quand même très, très bizarre. Très, très bizarre. Eh bien, Amnous Shalmani, merci beaucoup pour cette conversation vraiment passionnante. C'est un plaisir de vous écouter. Et j'ai une petite conclusion, citation pour vous. Je pense qu'elle vous va comme un gant. Elle est de Milan Kundera dans La valse aux adieux. Entre une femme qui est convaincue d'être unique et les femmes qui ont revêtu le linceul de l'universelle destinée féminine, il n'y a pas de conciliation possible. Oh, mais tellement. Non, mais je pense, les femmes auront le sentiment, parce que là on est de l'ordre du ressenti, auront le sentiment d'avoir gagné le jour où elles arriveront à se projeter un destin individuel. C'est tout à fait juste. Et nous arrivons maintenant au moment que vous attendez tous, puisque nous avons reçu beaucoup de réclamations à ce sujet. Alors, nos contrariétés sont politiques et plus précisément, elles sont même présidentielles. Peggy, je te laisse commencer. Ah, ok. Donc en fait moi, une fois n'est pas coutume, je vais rapidement raconter ma vie. Donc samedi soir, je dînais avec des amis, nous étions 8 en tout à la Rotonde à Paris, après une première partie de soirée très agréable au théâtre à Montparnasse, et notamment dans les gens qui étaient là, il y avait un journaliste du Figaro qui est aussi chroniqueur à CNews, donc ça c'est juste pour le contexte, pour expliquer ce qui va suivre. Donc on est arrivé en plein milieu de service, on n'a pas été attablé tout de suite, donc on a attendu pendant un petit moment sur la terrasse où il y avait des gens qui dînaient tout à fait formellement. Donc effectivement, voilà, on était une table de 8, on parlait beaucoup, on parlait fort, etc. Et à un moment donné, il y a une femme qui se lève, très très agressive, et qui nous dit oui, vous pouvez pas baisser d'un ton, c'est pas possible, dans tout ce que vous dites, les gens comme vous nous faites chier toute la journée à la télé, on n'est pas sur CNews ici. Donc voilà, il y a une personne de notre groupe justement qui essaie de la raisonner en lui disant oui, c'est une situation assez banale de vie en société, vous êtes 2, nous on est 8, excusez-nous, on fera moins de bruit le temps qu'on nous place, mais c'est pas la peine de mettre tout de suite le sujet sur ce plan très justement très politique, très partisan. Bref, donc effectivement, on baisse d'un ton et finalement on se fait placer. Et en rentrant, moi je dis à la femme, écoutez, bonne fin de soirée dans le calme. Et là ça repart. Et en fait je me fais traiter de fasciste, tout simplement. Non, c'est pas vrai. Non, si, c'est vrai. Et donc c'était son fils qui lui fait oui, casse-toi, sale fasciste. Donc là malheureusement j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. J'ai pas ignoré. J'ai fait oui, vous me traitez de fasciste, c'est n'importe quoi. Vous dévoilez le terme, vous savez pas qui je suis, ma famille, blablabla. Qu'est-ce que vous avez fait vous contre le fascisme, enfin des trucs, tu vois.
les trucs bien ridicules. Le fait est que justement, je dînais notamment avec Abnous Chalmani, qui était notre invité tout à l'heure, et il s'est avéré que c'était des Iraniens qui ont commencé à l'insulter en persan. En lui disant tu es la honte de notre race, tu as de la merde sur la tête. Et parce qu'il la connaissait. Bah, je suppose. Il l'avait reconnue. Bah, je suppose. Et enfin oui, logiquement, vu qu'ils lui ont parlé en persan, c'est qu'il l'avait reconnu. Tu as de la merde sur la tête et tu devrais crever en enfer. Donc bref. Tout ça pour dire quoi tout ça pour dire quand quoi, même, voilà. Peggy. Oui, voilà. Viens-en, en fait. C'est une anecdote, en fait, ou une altercation voilà, très très banale, donc un conflit banal du quotidien. Voilà, t'es au resto et à la table d'à côté, les gens parlent trop fort. Devient en fait un prétexte à étaler ta mentalité partisane, qui est en fait au fond du fond. Ça, pour le coup, je le développe en long et en large et en travers pour les gens intéressés dans mon dernier livre, la haine orpheline. Donc voilà, cette mentalité partisane, au fond, c'est un prétexte à haine et à mépris et à distinction entre les amis et les ennemis. Et les ennemis, pour le coup, on peut tout leur faire, et notamment les annihiler pour choper leurs ressources. Bref. Donc ce que je voulais dire, et c'est plus une contrariété en fait, qui est plus une mise en garde, qui est aujourd'hui on continue à rentrer dans une période présidentielle et on est dans une société extrêmement tendue. Extrêmement fracturée. Et le fait est qu'une société totalitaire, c'est pas seulement l'installation d'un État totalitaire, c'est pas seulement l'apparition d'un appareil d'État, d'un appareil législatif, etc. C'est aussi, et j'ai même envie de dire surtout, l'installation d'une mentalité totalitaire dans la société, et la définition même du phénomène, c'est que quand tout devient politique, donc voilà, partisan, clanique, voilà, typiquement, à la moindre interaction quotidienne, ça devient un prétexte pour situer qui sont tes amis, qui sont tes ennemis, et donc agir en conséquence. Donc voilà, l'objet de ma contrariété, c'était partir de cette histoire qui m'a vraiment profondément choquée, en fait. Voilà, tout simplement, dans cette période présidentielle, voilà, extrêmement tendue, etc., de veiller à vous ménager un maximum d'espace, j'ai envie de dire de safe space, où la politique et la partisanerie, pour le coup, est le seul objet à ostraciser, en fait. D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit seulement propre aux périodes politiques, aux périodes électorales. Hein. On vit dans une époque où la politisation de tout, alors bien sûr, elle n'est pas aussi forte que dans un vrai État totalitaire, mais elle est tendancielle dans certains domaines. On en parle souvent ensemble, hein, tout ce qui concerne, par exemple... les rapports entre hommes et femmes, qui nous intéressent toutes les deux. Je trouve aussi qu'il y a une politisation de tout, et c'est intéressant aussi parce que tout à l'heure, je citais Milan Kundera pour clôturer notre entretien avec Abnous Chalmani. Mais Kundera, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup écrit là-dessus, sur la politisation de la vie privée. Et la nourriture aussi, je pensais à ça avec cette histoire, parce que voilà, c'est un contexte donc, alimentaire, on est au restaurant, et je sais pas si t'as oui, t'as forcément vu passer, notamment avec la polémique autour de Fabien Roussel sur le steak, le vin, etc. Et là, il y a quelques jours, il y a un article dans Le Monde qui est sorti, en gros, qui disait si vous aimez le vin et la charcuterie, vous êtes d'extrême droite, quoi. Et c'est le truc, voilà, c'est ça, c'est à la fois débile, tu rigoles, et puis après quand tu fais deuxième effet qui se coule, tu te dis mais dans quel genre de société absolument tous les trucs banals quotidiens sont politisés, ben c'est dans des sociétés totalitaires, quoi, et ça pue. Oui, je pense que c'est aussi dans une société qui, comme la nôtre, n'a pas de vrai combat, à mon avis. Bien sûr, tout à fait. Il faut se reporter sur des choses complètement anodines, qui deviennent des marqueurs d'identité, comme si c'était tellement important de mettre en avant de tels marqueurs pour faire de la politique. Très, très écoute, passionnante contrariété. Alors, c'est intéressant que tu aies parlé de toi parce que tu ne le fais jamais, et qu'en plus, ma contrariété attention, attention, ça ne va pas... c'est une critique de l'égomanie ambiance, mais tu ne rentres pas évidemment dans ma critique, Peggy. En fait... c'est surtout sur l'égomanie des candidats à la présidentielle. Donc ça n'est pas lié à un événement, mais plutôt à une tendance que l'on observe depuis quelques semaines. Je suis frappée, comme certainement beaucoup de nos auditeurs, par la multiplication des candidats qui ne se présentent pas dans des primaires à l'intérieur de partis,
pour ensuite affronter d'autres candidats choisis de cette façon, mais qui se présentent tout seuls, soit en créant leur parti, soit même en ne créant rien du tout, mais sous la bannière d'eux-mêmes, pourrait-on dire. Et je suis à la fois amusée parce que je trouve ça complètement ridicule et en même temps assez inquiète parce que ça confirme cette idée, cette impression en tout cas que j'ai, que nous vivons dans une époque vraiment narcissique, où les gens sont vraiment tournés vers eux-mêmes et pensent sérieusement, en se levant le matin, qu'ils peuvent être président de la République. C'est quand même une fonction assez colossale. Et pour aller plus loin, je pense d'ailleurs que c'est cette fonction-là qui n'est pas du tout adaptée à notre temps. Pour autant, la fonction présidentielle était certainement nécessaire dans l'après-guerre parce qu'elle jouait aussi un rôle de ciment du pays après une épreuve et qui, évidemment, elle nous renvoyait au passé monarchique du pays. Donc, elle a certainement joué un rôle à une époque où les gens n'étaient pas tournés vers eux-mêmes, mais vers la reconstruction de la France. En revanche, dans une époque où les gens ne sont pas individualistes, là je ne parle pas d'individualisme, ce qui est autre chose, ils sont égomaniaques, c'est-à-dire vraiment tournés vers eux-mêmes et narcissiques. Cette fonction est clairement, à mon avis, très peu adaptée à notre temps. Et à mon sens, dans notre temps, il faudrait au contraire privilégier des fonctions politiques qui n'ont aucun lustre, qui n'ont aucune once de sacré. Donc, c'est pour ça que ma préférence va à des systèmes parlementaires avec des premiers ministres qui sont l'émanation d'une majorité, elle-même un fruit de sélection à l'intérieur d'un parti, et non cette espèce d'ersatz de la fonction royale. Voilà, donc c'était ma petite humeur contrariée d'aujourd'hui. Comme souvent, c'est une observation à la fois que je m'étais jamais faite et que je trouve vraiment très fine, sagace, et pour continuer à illustrer ton ego. Oh. Eh bien, écoute, nous aurons quand même réussi à illustrer nos deux égos aujourd'hui. Voilà. Donc, c'était pas si mal de faire des contrariétés. Merci beaucoup, Peggy. Et nous nous retrouvons dans 2 semaines pour la prochaine édition des Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Le point.